Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme je l'ai annoncé la fois passée, nous allons aborder la méthodologie. D'une manière générale, on appelle méthodologie. Mais plus précisément, nous allons enseigner sur les techniques de commentaire de texte. Alors, le commentaire de texte en méthodologie de la philosophie pose un sérieux problème. Et pour résoudre ce problème, pour pallier au problème, il faut donc que cela soit enseigné très tôt afin que vous soyez habitués dans vos exercices à travailler régulièrement pour maîtriser. Parce que être en contact, lire et comprendre un texte philosophique pose un problème et à plus forte raison l'expliquer. En effet, le commentaire de texte est appelé aussi explication de texte. Ailleurs, on parle beaucoup plus de l'explication de texte. Mais ici, au Tchad, on parle de commentaire de texte. Mais c'est quoi le commentaire de texte? Par définition, commenter un texte, c'est expliquer un texte, c'est l'expliquer. Et expliquer du latin qui signifie mettre hors du pli. En d'autres termes, expliquer un texte, c'est élaborer un développement destiné à éclaircir le sens du texte en ce qui nous concerne ou le sens de quelque chose d'une manière générale. Quand on explique quelque chose, on élabore. Élaborer signifie concevoir, apporter les éléments définitionnels et au-delà, les éléments analytiques qui peuvent permettre de comprendre le texte en ce qui concerne le commentaire du texte ou quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas, une situation, la description d'une situation, un événement. Ainsi, le commentaire du texte philosophique consiste à éclaircir l'intention de l'auteur. Autrement dit, c'est dire ce que l'auteur a voulu dire. Un texte se présente. Généralement, on vous donne un texte. Vous avez à l'intérieur de ce texte-là des éléments qui sont là et qui constituent déjà un tout qui est là. Et en lisant, en cherchant à comprendre le texte, vous allez parvenir donc à expliquer ce texte. Mais il convient de voir ce que c'est qu'un texte. Qu'est-ce qu'un texte par définition? Alors, j'ai pris ici la définition proposée par Frédéric Kossuta dans les éléments pour la lecture des textes philosophiques. Il définit dans cette œuvre-là, dans ce livre, il définit le texte comme un ensemble complexe, non seulement étagé ou feuilleté, mais aussi enchaîné dans une linéarité qui est celle du temps et de l'écriture. Ces deux dimensions, c'est-à-dire le temps et l'écriture, ces deux dimensions s'entrecroisent grâce à une série interne. Dans ce texte-là, il y a des séries de références internes qui sont là. Et donc, ces séries de références internes permettent déjà de comprendre ou bien permettent déjà de saisir le sens, l'ordre ou bien le style, ce que l'auteur a voulu dire que nous appelons l'écriture. Donc, s'entrecroisent, ces deux dimensions s'entrecroisent grâce donc à une série de références internes qui mettent dans une coprésence idéale tous les éléments du développement. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans un texte, vous allez trouver d'abord, premièrement, le temps, c'est-à-dire l'ordre. L'auteur a un style. L'auteur résout un problème. L'auteur défend sa thèse, bien sûr. Mais cela constitue ce qu'il dit. Ce que l'auteur dit, comment il le dit et pourquoi il le dit, constitue ce qu'on appelle l'écriture. Mais la logique
qu'emprunte l'auteur pour écrire là est appelé le temps. Qui dit temps dit l'ordre, dit la logique. Et donc, la logique, la cohérence constituent des éléments objectifs dans l'écriture qui permettent donc à l'auteur de faire comprendre son intention, de faire comprendre sa position au lecteur. Nous avons d'une part une dimension objective qui est donc le temps, et de l'autre, nous avons une dimension subjective qui est donc l'écriture. Ces deux dimensions s'entrecroisent. Et quand ces deux dimensions s'entrecroisent, les éléments qui lient, les éléments qui participent à ce croisement sont donc des références, bien sûr, des références internes au texte et qui permettent donc d'offrir au lecteur la compréhension du texte. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'un texte philosophique contient en lui-même la clé de son intelligibilité. Dans ce cas, la connaissance de l'auteur ne peut pas être requise. Même si on connaît l'auteur ou pas, même si on connaît l'œuvre dans laquelle on extrait le texte ou pas, en tout cas un texte quand il se présente en nous, il y a à l'intérieur même de ce texte-là les clés, les références internes qui peuvent nous permettre de comprendre le texte. Il suffit simplement d'identifier le problème posé dans ce texte, de voir, de sortir la thèse de l'auteur et de présenter la structure, les différents moments de son argumentation, et alors on peut valablement commenter le texte. Un débat presque inutile qui s'engage, je ne sais pas si c'est entre les élèves, ou quelquefois, je ne sais pas. Alors, quand vous présentez un texte aux élèves, sans le nom de l'auteur, sans les références, les élèves se posent la question de savoir, mais monsieur, on ne connaît même pas l'auteur, et là, comment on va faire le commentaire? Non. Un texte sans le nom de l'auteur, comme on le dit, un texte nu, on nous présente, il y a déjà à l'intérieur de ce texte les éléments, il y a à l'intérieur de ce texte les clés qui fournissent donc la compréhension de ce texte. Il suffit simplement de lire le texte. Alors, pour comprendre le texte, nous venons de dire, il faut lire le texte, relire plusieurs fois le texte. C'est vrai. Alors, quand on parle tout à l'heure, on vient de souligner les clés de l'intelligibilité. Un texte philosophique contient en lui-même les clés de son intelligibilité. Cela signifie que en technique d'explication de texte, il y a un schéma à suivre. Autrement dit, le commentaire de texte philosophique comprend 4 parties. Nous avons d'abord l'introduction, nous avons l'étude ordonnée, nous avons l'intérêt philosophique et enfin la conclusion. Nous avons 4 parties dans un commentaire de texte. Je reprends encore. Un commentaire de texte comprend une introduction, une étude ordonnée, l'intérêt philosophique et la conclusion. Les 4 parties. J'insiste, je reviens encore sur l'étude ordonnée et l'intérêt philosophique. L'étude ordonnée et l'intérêt philosophique constituent les 2 parties du développement. Dans le développement, vous allez d'abord expliquer le texte, ce qu'on appelle étudier l'étude ordonnée, et ensuite apprécier le texte. Vous allez vous approprier la thèse de l'auteur pour apporter les éléments d'insuffisance, pour dire les limites de cet auteur-là, afin d'aboutir à d'autres conclusions que celles de l'auteur, avant de passer à la conclusion. Dans la consigne, on dit vous dégagerez l'étude ordonnée de ce texte, vous dégagerez l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son intérêt, à partir de son étude ordonnée. Vous dégagerez l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. Certains candidats pensent que cette consigne-là exclut l'introduction
et la conclusion. Non, c'est une consigne, mais dans la logique, quand une consigne est donnée, ça englobe déjà l'entièreté de l'exercice. Et l'entièreté de l'exercice, c'est d'abord l'introduction, ensuite le développement qui comprend donc deux parties comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude ordonnée, l'intérêt philosophique, et vous passez à la conclusion. Il ne faut pas se limiter seulement à l'étude ordonnée et à l'intérêt philosophique et abandonner l'introduction et la conclusion. Non, cette consigne met déjà en face l'entièreté de l'exercice qui commence naturellement par l'introduction, étude ordonnée, intérêt philosophique et la conclusion. Alors, la question que nous nous sommes posée et ce sur quoi je voudrais particulièrement insister aujourd'hui, c'est l'introduction. Alors, l'introduction d'un commentaire de texte, comment elle doit se présenter? C'est ici le véritable problème, je voudrais dire le péché de nos candidats d'une manière générale. On constate, surtout à l'examen, quand on prend la copie. Alors, l'introduction d'un commentaire de texte a une structure. C'est-à-dire il y a des parties qui sont dans cette introduction-là et qu'il faut suivre logiquement pour vous faire comprendre de la manière la plus simple possible. L'élément fondamental, c'est le problème. Une introduction commence par le problème posé dans ce texte-là. Alors, le problème répond à la question de quoi parle le texte. Deuxièmement, la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur met en évidence la position de l'auteur. Comment l'auteur a pu défendre sa position par rapport au problème posé dans ce texte-là. Quelle est sa position par rapport au problème? C'est ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Troisièmement, nous avons la structure argumentative. Dans ce texte-là, l'auteur a utilisé des arguments et il y a les moments d'argumentation. Donc il a utilisé des arguments et ces arguments-là, il faut les structurer. Ça veut dire qu'il faut présenter le plan du texte selon l'argumentation, selon la progression de l'auteur. Vous pouvez diviser le texte, c'est-à-dire le fait de diviser le texte. On ne divise pas le texte de manière fortuite, non. À l'intérieur de ce texte, nous avons ce qu'on appelle les connecteurs logiques, nous avons ce qu'on appelle, en d'autres termes, les mots de liaison qui peuvent déjà nous permettre de diviser le texte en des parties, si le texte est long, et sinon de distinguer les différents éléments d'argumentation si le texte est court. C'est ce qu'on appelle la structure argumentative. Donc le plan du texte. Et enfin, il faut annoncer ce qu'on appelle l'annonce critique, l'annonce de l'intérêt, le point sur lequel vous voulez discuter la thèse de l'auteur. C'est ce qu'on appelle la critique de l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'appréciation du texte. Alors, vous allez formuler une petite interrogative, une phrase interrogative vers la fin de l'introduction pour signifier au correcteur que c'est sur ce point que je voudrais discuter avec la thèse de l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'intérêt, l'annonce critique. Alors, un problème surgit à ce niveau. Je voudrais en principe, je devais en principe lever une équivoque. L'explication du texte, le commentaire de texte en philosophie n'est pas un commentaire composé. Le commentaire composé, c'est en français. Pourquoi en français on parle de commentaire composé? En français, le commentaire composé comprend à la fois l'explication du fond du texte et la forme du texte, c'est-à-dire le style. Vous avez par exemple des textes, en plein texte vous trouvez un point d'exclamation, point de suspension, vous devez justifier. Ou bien si c'est un poème, vous avez les règles, la règle de la versification, vous avez les rimes, vous devez dire, justifier, expliquer. Ça c'est la forme.
Et cette forme ne doit pas être dissociée du fond, donc aussi le fond du texte. C'est ce qu'on appelle le commentaire composé. Mais le commentaire de texte en philosophie ne prend pas en compte, n'exige pas la forme. Non. C'est simplement le fond. La philosophie s'intéresse au fond. C'est pourquoi on dit explication du texte. Le commentaire de texte, mais pas le commentaire composé. Chers élèves, faites cette différence parce que généralement, il y a des élèves, je ne sais pas par méconnaissance ou bien, je ne sais pas par négligence, écrivent commentaire composé en philosophie, ils soulignent et ils font le commentaire du texte. Quelquefois, ça altère un peu la valeur de votre copie. Quand le correcteur, il se trouve déjà ça, il dit mais nous ne sommes pas en français. Et quand il y a déjà cette réaction, vous voyez, ça ne donne pas une bonne impression de la copie et ça risque de vous pénaliser un tout petit peu. Donc faites très attention. Soit explication de texte ou commentaire de texte, simplement, mais pas commentaire composé. Alors, ici en philosophie, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas présentation de texte? Je l'ai déjà dit, que la connaissance de l'auteur n'est pas requise. Et comme la connaissance de texte n'est pas requise, on n'a pas besoin de références de l'œuvre dans laquelle on a sorti le texte, on a extrait le texte. Non. Et comme la connaissance de l'auteur n'est pas requise, et les références ne sont pas obligatoires, alors cette partie de présentation de texte-là n'a pas son sens ici. Si les références sont données, dans ce cas, vous pouvez, bon, peut-être souligner. Mais il faut comprendre que la présentation de texte ou bien la situation de texte n'est pas obligatoire en commentaire de texte. Ça, il faut retenir et c'est fondamental. Vous commencerez simplement votre introduction par le problème. Quel est le problème posé dans le texte? La thèse de l'auteur. Quelle est cette thèse-là? Vous allez faire dresser le plan. Le texte est divisé en 2 parties ou bien en 3, ça dépend. 3 c'est beaucoup. Généralement, les textes qu'on donne, c'est 2 ou 3, ainsi de suite. Alors, par rapport à la structure argumentative, c'est-à-dire au plan du texte, dans certains documents, on divise le texte selon les phrases. Et ça, c'est un travail très complexe. Vous savez que nous ne sommes pas tellement habitués avec les textes philosophiques. Nous ne travaillons pas beaucoup les textes philosophiques. Et le commentaire de texte, si on doit diviser le texte par phrase, alors on va se mettre dans une confusion totale et le candidat risque de tourner en rond. Il ne va pas progresser dans le texte. Et puisque les phrases quelquefois s'entrecroisent, les phrases quelquefois s'expliquent, vous allez aboutir à des illustrations et donc ça va être compliqué. Il serait mieux, il serait judicieux et même conseillé de diviser le texte en parties et donner titre à chaque partie. Je crois que c'est un peu plus clair et c'est simple de diviser le texte par phrase. Aussi, la structure argumentative doit se faire tout en tenant compte de la thèse de l'auteur. Mais je m'en vais aussi lever une équivoque. La thèse de l'auteur prend la formulation de la thèse, doit prendre le texte en entier, doit couvrir tout le texte. Tandis que la structure, quand vous parlez de l'argument, les arguments, ça peut être 2 ou 3 arguments, ça dépend de texte. Donc, quand vous donnez un titre à une partie, c'est la partie. Ça, c'est l'idée de la partie. Mais cette idée de la partie est contenue déjà dans la thèse de l'auteur. Donc, la thèse de l'auteur prend les différentes parties qui sont divisées dans le texte. Et généralement aussi, ça c'est ce que je remarque, on confond le plan, c'est-à-dire les titres donnés à chaque partie, on confond à la thèse de l'auteur. Ou bien quelquefois, vous prenez la thèse, vous prenez un titre donné à une partie, c'est pratiquement la même chose. Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans cette situation. Et donc, pour me résumer, l'introduction comprend le problème. Le problème, c'est la question posée, de quoi parle le texte. Et la thèse de l'auteur, c'est la position de l'auteur. Ensuite, présenter la structure argumentative sur le plan du texte et faire une annonce critique pour dire que vous allez discuter sur tel aspect de la thèse de l'auteur avec lui.
Et vous signifiez ça. Alors, mais une question surgit à ce lieu, bien sûr. Mais comment on peut bâtir cette introduction? Comment on peut élaborer le problème? Comment on peut élaborer la thèse? Comment on peut élaborer, présenter la structure? Comment on peut présenter l'annonce critique? Ça, c'est une question d'exercice et que nous allons, par exemple, prendre le texte de Husserl qui parle de la philosophie, par exemple. Il dit dans ce texte, qui veut vraiment devenir philosophe devrait, une fois dans sa vie, se replier sur lui-même et au-dedans de lui-même. Je crois que c'est un texte qui est un peu régulier dans les classes. Je crois que vous allez avoir ce texte. Replier sur lui-même et tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et de les reconstruire. La philosophie, la sagesse est en quelque sorte une affaire personnelle du philosophe. Elle doit se constituer en tant que sienne, être sa sagesse, son savoir, qui, bien qu'il tende vers l'universel, soit acquis par lui-même et qu'il doit parvenir à justifier dès l'origine et à chacune de ces étapes, en s'appuyant sur des intuitions absolues. Voilà, ça c'est un texte, je lis cette première phrase pour vous donner une idée sur ce texte-là. Prenons par exemple ce texte. Alors, on se pose la question, de quoi parle le texte? Qu'est-ce que l'auteur dit dans ce texte-là? Le texte pose quel problème? Alors ici, rapidement, on peut dire que le problème, posé dans ce texte, par exemple, peut être la réflexion philosophique, par exemple. La réflexion philosophique. Vous voyez, cette manière de formuler la question, le problème, la réflexion philosophique. Le texte met en évidence la réflexion philosophique. Par exemple. C'est un peu vague. Alors, il y a le texte, on peut ajouter un élément pour rendre, là je suis en train de vous amener à formuler de manière compréhensible, claire, le problème. On peut parler de l'utilité de la réflexion philosophique. L'utilité de la réflexion philosophique, par exemple. Ça, le problème est formulé clairement. La thèse. Alors, on dit pour l'auteur, on place la virgule, la réflexion philosophique pour l'auteur, la réflexion philosophique permet de tendre vers l'universel. Permet de tendre vers l'universel, de s'ouvrir à l'universel. La réflexion philosophique participe, si vous voulez bien, ou bien la réflexion philosophique participe au développement, de la philosophie, participe à son développement. La réflexion philosophique donne vie. Autrement dit, la philosophie a comme essence même la réflexion, puisque c'est cette réflexion-là qui donne vie. Alors, ça, c'est la thèse. Et la structure, comment on présente la structure? Alors, la structure, on peut dire, pour justifier sa thèse, l'auteur de la ligne 1, par exemple, à la ligne 8, il parle de la philosophie, la philosophie comme sagesse,
comme sagesse personnelle. Deuxièmement, de la ligne, par exemple, 9, à la ligne, si vous voulez bien, 20, l'auteur met en évidence la méthode, la méthode de cette réflexion. Par exemple, ça, c'est la structure. La méthode de cette réflexion. Alors, je reviens encore, je dis bien, le problème, c'est l'utilité de la philosophie, l'utilité de la réflexion philosophique. Pour l'auteur, la réflexion philosophique permet de tendre vers l'universel, ou bien la réflexion philosophique permet de participer au développement même de cette philosophie. Parce que pour que la philosophie se développe, il faut réfléchir, et il faut que cette réflexion soit critique. Donc ça, ce sont les éléments, si vous voulez bien, qu'il faut identifier dans le texte avant de procéder à la rédaction de l'introduction. Ça, ce sont les éléments très importants. Mais l'autre élément qui est resté, c'est l'annonce critique. Alors, l'annonce critique, pour être plus simple, pour ne pas vous compliquer la situation, on peut dire, mais quelle appréciation peut-on faire de la thèse de l'auteur? Quelle appréciation? Quelle appréciation peut-on faire? Pour me résumer, par exemple, je balance une petite esquisse de l'introduction. On peut dire par exemple que cet extrait de méditation cartésienne de Husserl met en évidence l'utilité de la réflexion philosophique, et cette réflexion participe même au développement de la philosophie selon l'auteur. Et pour argumenter sa thèse, l'auteur présente deux éléments. De la ligne 1 à la ligne 8, l'auteur présente donc la philosophie comme sagesse personnelle. À la ligne 9, de la ligne 9 à la ligne 21, l'auteur présente même un exemple de méthode permettant cette réflexion du point de vue de son objectivité. Mais il convient de signaler que de par la thèse de l'auteur, quelle appréciation peut-on faire? Ne peut-on pas déboucher à une autre conclusion? Point d'interrogation, bien sûr. Et je crois que c'est déjà une esquisse comme ça qui peut vous permettre de réfléchir sur le texte, même que ce soit un autre texte. Nous sommes dans un moment de, je voudrais dire, des travaux dirigés d'exercice, et donc on va être trop pratique pour que vous puissiez comprendre. Alors, maintenant, il faut revenir, après avoir fini avec l'introduction, bien sûr, il faut entamer le développement. Le développement comprend deux parties, l'étude ordonnée et l'intérêt philosophique. Les deux parties sont obligatoires. Il n'est pas normal de faire l'étude ordonnée et de laisser l'intérêt philosophique, de négliger l'intérêt philosophique et de faire seulement l'étude ordonnée, ou bien faire l'étude ordonnée et négliger l'intérêt philosophique. Les deux parties sont obligatoires. Alors, la première partie du développement, c'est l'étude ordonnée. Qu'est-ce qu'on appelle étude ordonnée? Une étude ordonnée, c'est la partie de l'explication du texte. C'est la partie explicative du texte. On doit procéder à l'explication du texte. Alors, quels sont les éléments qu'on doit expliquer? Déjà, dans l'introduction, vous avez présenté déjà la structure. Cette structure argumentative doit vous permettre de tremplin de l'explication du texte. Si dans la structure argumentative, vous avez deux parties, c'est-à-dire diviser le texte en deux parties, votre étude ordonnée comprendra deux parties. Si vous avez divisé le texte en trois parties, votre étude ordonnée va comprendre trois parties.
vous devez présenter, vous devez annoncer cette partie par le titre que vous avez donné dans cette structure à l'introduction là. Ces titres vous serviront d'annonce d'une partie à une autre. Alors, l'étude ordonnée consiste, comme je l'ai dit, en l'explication du texte. Comment ça doit se faire? L'explication du texte doit être premièrement linéaire. Une explication linéaire. Je dis bien une explication linéaire. Linéaire ne signifie pas ligne par ligne. Non. Linéaire ne signifie pas phrase par phrase. Non. Linéaire signifie qu'il faut suivre globalement la progression logique du texte. Je dis encore, linéaire signifie qu'il faut suivre globalement la progression logique du texte. Si par exemple, nous allons passer, nous allons voir, et dans cette explication linéaire, c'est-à-dire suivre progressivement la progression, bien logiquement la progression du texte, cela veut dire que si vous avez expliqué la première ligne, par exemple, la première ligne, vous allez vous trouver encore un autre passage important, quatrième ligne, vous venez, sixième ligne, ainsi de suite. Mais après, quand vous êtes sur la sixième ligne, vous ne devez pas repartir, expliquer la cinquième ligne. Il n'y a pas de logique. Vous venez, vous repartez, vous venez, vous repartez. Vous avez ce balbutiement-là, du point de vue de la progression. Ce n'est pas normal. Alors, il faut suivre progressivement de la première ligne, ligne 4, ligne 7, ligne 12, ligne 15, ligne 20, ligne 30. Arrivé à la ligne 30, on ne doit pas revenir ligne 28. Non, il faut progresser. Et si vous revenez, dans votre progression, si une idée est déjà expliquée, vous pouvez simplement souligner dans votre explication. Mais ne pas revenir citer encore la ligne 14 ou bien pendant que vous étiez en train d'expliquer la ligne 13. La ligne 30, je m'excuse. Alors, une explication linéaire, je dis encore que ce n'est pas une explication ligne par ligne, phrase par phrase. Ça va être fastidieux si c'est phrase par phrase. Il faut suivre globalement la progression. Deuxième élément de l'explication, c'est qu'il faut être fidèle au texte. L'étude ordonnée ne nous donne pas la liberté de sortir du texte. Dans cette partie-là, on ne doit pas citer un autre auteur. On ne citera que le texte. On doit être fidèle au texte, s'accrocher au texte, se verser dans le texte et continuer progressivement. Le troisième élément de l'étude ordonnée, vous devez citer souvent le texte. Je ne dis pas qu'il faut citer toujours le texte, mais il faut citer souvent le texte. Pour prouver au correcteur que vous êtes en train de progresser dans votre explication. Si vous ne citez pas du tout le texte, alors votre explication serait simplement un prétexte. On va vous pénaliser. Si vous citez toujours le texte, vous allez tomber dans la paraphrase. Et c'est le péché, je vais revenir pour insister encore sur la paraphrase. Alors, il faut citer souvent le texte. Si vous citez par exemple la première ligne, vous tombez sur un passage qui vous intéresse, sixième ligne, vous citez, dixième ligne, vous citez, mais chaque partie, si vous tombez déjà, si vous passez d'une partie à une autre, il faut citer 2 ou 3 passages qui expliquent que vous êtes dans telle ou telle partie, que vous êtes en train de progresser. Mais pas citer souvent, toujours le texte. Non, je dis bien souvent le texte. Attention. Vous allez citer souvent le texte, mais citer de courts passages. J'ai exigé à mes élèves, je disais, mais gare à celui qui va me citer, me prendre une citation, un passage de plus de 10 mots. Quand vous prenez un passage, vous citez, vous prenez une citation de plus de 10 mots, alors vous êtes déjà long. Pour la simple raison qu'il y a des élèves qui ne font que recopier le texte. Et quelquefois, il ne dit rien, il recopie totalement le texte, il vous remet la copie. Ça pose un problème. Ou bien, il dit une phrase, deux phrases, il copie tout un paragraphe, et pour remplir la copie, il vous remet. Non, ça ce n'est pas un commentaire de texte. Ça, je dirais même, passez-moi l'expression, ça c'est la parodie, ça.
Ça, vous reprenez textuellement, vous reprenez simplement le texte, ce n'est pas normal. On vous demande ici de faire valoir vos connaissances en compréhension du texte et éventuellement expliquer ce texte-là. C'est un exercice très fondamental. Mais plus que dans les études supérieures, vous allez être devant des textes, vous allez travailler des textes. Les cours vous seront remis, vous avez des supports. Alors, si vous avez déjà cette aptitude, cela vous servira vraiment, vous sera très nécessaire, d'une grande importance dans les études supérieures. Alors, il faut citer de courts passages pour éviter la paraphrase. Un autre élément, le cinquième, je crois, il faut assurer la transition. Il faut assurer la transition. La transition, elle est fondamentale. Et c'est ça, ce qui atteste la valeur d'un littéraire, un travail littéraire. Quand vous voulez passer d'une partie à une autre, dites à votre lecteur que, bon, moi j'ai déjà fini, maintenant je dois entamer telle partie. Il faut lui dire. Mais vous le laissez tranquillement, il est en train de vous lire brutalement, vous sautez, vous allez dans une autre partie, mais ça va jouer. Vous imaginez un trou sans pont, mais comment? Et si c'est pas moi, c'est un trou de plus de 10 mètres, de 6 mètres, comment il va faire, comment il va sauter, surtout que nous ne sommes pas des sportifs. C'est difficile. Alors, il faut assurer, il faut mettre des ponts pour permettre de passer d'une partie à une autre, ce qu'on appelle les transitions. Alors, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter la paraphrase? Et la paraphrase, c'est le péché de candidat tchadien au bac. On recopie le texte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois, il prend le texte, il copie en point par virgule et puis tout. Et il dit commenter le texte et il vous remet la copie. Il est tranquille. Mais ce qui m'énerve, vous savez, quand la proclamation du résultat, il veut attendre son nom à la radio, avec tout ce qu'il a fait. C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas recopier le texte. Éviter la paraphrase. Paraphrase, c'est quoi? C'est dire exactement ce que l'auteur a dit, mais d'une certaine manière. Si l'auteur dit je, toi tu dis on. S'il dit manger, toi tu dis alimenter. Donc, vous reprenez la même idée sans éclaircir l'intention. Quand l'auteur dit je mange, il y a une idée derrière je mange. Il mange. Mais pourquoi il mange? Comment il mange et pourquoi il mange? Alors comment il mange? Il mange en préparant. Et pourquoi il prépare? Puisque d'autres, nous avons des animaux qui mangent aussi. Mais lui, il prépare. Lui, il s'organise. Ah, mais qu'est-ce qui lui permet de s'organiser? C'est la raison. La raison lui permet de s'organiser. Et pourquoi il mange? Parce que nous partageons avec les animaux ce besoin biologique qui est la faim. Mais chez lui, la différence est que chez lui, il s'organise. Oui, c'est ça, dire ce que l'auteur a dit. Mais quand il dit je mange, bon, moi je m'alimente. Vous restez tranquille. Sans expliquer comment et pourquoi. C'est ça l'explication. Dire ce que l'auteur a dit, comment il le dit et pourquoi il le dit. Je reprends. Expliquer un texte, éviter la paraphrase, posez-vous cette question. L'auteur a dit quelque chose. Comment il le dit et pourquoi il le dit. Et là, vous êtes dans l'explication du texte. Vous êtes dans l'explication de la thèse de l'auteur. Mais quand vous ne vous accrochez pas à la thèse de l'auteur, alors vous reprenez simplement ce que l'auteur a dit et vous n'avez pas fait un effort. Ça va être la paraphrase. Alors, pour me résumer, en études ordonnées, l'explication, les principes, si vous voulez bien, les principes, c'est que l'explication doit être linéaire, le candidat doit être fidèle au texte dans son explication, il doit citer souvent le texte, il doit citer de courts passages, et enfin, il doit assurer les transitions. S'il y a deux parties, il veut passer d'une partie à une autre, il faut qu'il assure la transition en reprenant, par exemple, le titre qu'il a donné dans cette partie-là, à l'introduction déjà. Il reprend. Alors, la structure, je voudrais insister, je disais tout à l'heure que l'étude ordonnée doit prendre en compte la structure argumentative. C'est ça ce que vous devez expliquer. Et donc,
elle doit suivre la logique de cette structure-là et finir tranquillement votre étude ordonnée. Vous faites, après avoir fini votre étude ordonnée, vous assurez la transition, mais après avoir expliqué le texte, il convient maintenant de voir quel aspect de la thèse de l'auteur nous pouvons discuter avec lui. Donc, quelle appréciation peut-on faire de la thèse de l'auteur? Ainsi, vous passez à la deuxième partie du développement qui est donc l'étude, l'intérêt philosophique. L'intérêt philosophique, je l'ai dit, est la deuxième partie du développement. Nous avons déjà expliqué le texte, nous avons été fidèles au texte, on a expliqué, on a éclairci, on a éclairé l'intention de l'auteur, c'est déjà clair. Maintenant, quel jugement nous pouvons apporter? Comment nous jugeons cette thèse de l'auteur-là? C'est ça l'intérêt philosophique. C'est pourquoi je dis, l'intérêt philosophique est la deuxième partie du développement et constitue la partie appréciative, la partie critique, la partie de la discussion avec l'auteur. On discute la thèse de l'auteur, la position de l'auteur. A-t-il raison? Et quels sont les aspects sur lesquels il a raison? On peut souligner 2 ou 3. 4, c'est beaucoup. 2 ou 3 aspects qui constituent ce que j'ai intitulé ici les mérites de l'auteur. Ce que l'auteur a dit d'intéressant que vous trouvez. Ce que vous trouvez, on le dit toujours, moi je n'aime pas utiliser ce vocable, ce que vous tirez comme leçon de morale, mais bon, je mets entre guillemets leçon de morale, mais en réalité, ce que vous trouvez de bon, d'intéressant dans la thèse de l'auteur. Par exemple, ici, l'auteur a parlé de la fonction même de la réflexion philosophique, la fonction de la réflexion philosophique. Cette fonction est celle du développement, de l'ouverture d'esprit, du développement même de la matière de cette philosophie-là. Quand la philosophie n'est pas réflexion, mais elle est déjà morte parce que elle était la mère des sciences, les sciences ont pris leur autonomie et la philosophie est obligée de devenir réflexion sur ces sciences-là, ce qu'on appelle l'épistémologie, la réflexion sur les sciences. Donc, si nous trouvons alors dans ce texte la fonction même, pas seulement la fonction, la fonction épistémologique, mais aussi la fonction cognitive, c'est-à-dire la fonction, la réflexion philosophique agrandit, élargit notre intelligence par questionnement. Et ça, ce sont des aspects intéressants qui constituent les mérites de l'auteur. Vous voyez? Mais les insuffisances, le deuxième élément de critique, c'est il faut souligner aussi les insuffisances de l'auteur, c'est-à-dire les limites de l'auteur. Si l'auteur a eu le mérite de dire de la manière la plus évidente, de la manière la plus éloquente, la fonction de la réflexion philosophique, cependant, il convient de souligner que cette fonction, selon Husserl, demeure beaucoup plus spéculative, alors que la philosophie doit s'intéresser à la pratique. Comment les gens vivent pratiquement dans la société. Et là, il n'a pas souligné. Il a parlé seulement du développement de la philosophie. Mais le développement de la philosophie, du point de vue de sa fonction, là, c'est la société. Il faut qu'il souligne. Donc, la philosophie ne doit pas être spéculation, une réflexion abstraite, une réflexion, je voudrais dire, brumeuse, comme Ebenezer Njomule l'a dit, mais une spéculation pratique qui doit ramener, qui doit s'intéresser, prendre en compte les réalités vécues par les hommes dans la société concrètement. Alors, on vient donc souligner les limites de l'auteur. Alors, comme je l'ai dit, après avoir fini de dire les mérites de l'auteur, il faut donc passer un deuxième paragraphe pour dégager les insuffisances de l'auteur. Et les insuffisances de l'auteur permettent déjà de mettre, vous voyez, d'habiller, en quelque sorte, passez-moi l'expression, d'habiller le texte.
Je dis, le texte n'a jamais tout dit. Même si les gens disent que le texte est muet. C'est nous qui devons donner vie au texte. Donc nous devons faire parler le texte. Nous devons dépasser le texte. Mais si nous pensons que le texte a tout dit, alors là, c'est un raisonnement de facilité. Je m'excuse, mais c'est un raisonnement de facilité. Un texte philosophique n'a jamais tout dit. Il y a toujours ce qu'on appelle le dépassement. Alors, dans l'intérêt philosophique, il convient de souligner, j'insiste, que, comme je l'ai dit, dans l'étude ordonnée, on ne doit pas sortir du texte. Mais l'intérêt philosophique, c'est la partie où le candidat est libre de faire venir d'autres auteurs appuyer son argumentation. Parce qu'il faut d'autres auteurs pour rendre donc un peu, pour rendre complète la thèse de l'auteur. C'est-à-dire pour habiller la thèse de l'auteur. Donc, dans l'intérêt philosophique, on est libre de faire intervenir d'autres auteurs et discuter vraiment d'autres citations, mais aussi nos connaissances. Bon, mais les connaissances, je ne voudrais pas dire, parce que même dans l'étude ordonnée, nous devons mobiliser les connaissances. Mais ici, ces connaissances doivent se rapporter au texte et expliquer fidèlement le texte. Mais ici, les connaissances doivent déjà avoir leurs sources externes. On doit mobiliser les sources externes pour compléter donc cette partie d'appréciation-là, afin de mieux apprécier. Je me résume. L'étude ordonnée, on doit être fidèle au texte. On ne doit pas sortir du texte. On ne doit pas citer un autre auteur. Cependant, dans l'intérêt philosophique, on doit dire d'abord les mérites de l'auteur, ce que l'auteur a dit d'intéressant. Ensuite, dire les insuffisances de l'auteur, donc les limites, en mobilisant d'autres citations, d'autres auteurs. On peut même les citer nommément dans cette partie-là pour habiller, pour rendre donc complète la thèse de l'auteur et après cela passer donc à la conclusion. Après cela, passer à la conclusion. Alors, vers la fin de l'intérêt philosophique, il est toujours conseillé de faire une petite synthèse de ces deux parties-là en une ou deux phrases. Je ne dis pas thèse, antithèse et synthèse, mais une partie, une phrase synthétique de ces deux parties. Je disais, en une ou deux phrases, il faut faire une petite synthèse avant de passer à la conclusion. Cela donnera de la valeur à votre copie et à votre travail. Ainsi, la conclusion est donc la synthèse définitive où on doit présenter le parcours effectué. Comment on est arrivé? Quels sont les enjeux que nous avons évoqués dans notre travail, soit dans l'étude ordonnée ou bien dans l'intérêt philosophique? On doit synthétiser ça. Et la synthèse ne doit pas être une synthèse passive. Il faut une synthèse dynamique. Il faut une synthèse dynamique. Et cette synthèse dynamique doit être l'aboutissement, n'est-ce pas? L'aboutissement à d'autres, à une ouverture beaucoup plus étendue que la thèse de l'auteur. Nous avons dit que l'intérêt philosophique doit apprécier le texte pour qu'on ne se limite pas seulement à la thèse de l'auteur, mais qu'on aboutisse à d'autres conclusions que celles de l'auteur. Et c'est ce point d'aboutissement-là qu'il faut souligner dans la conclusion, en insistant bien sûr sur les éléments critiques qui enrichissent donc la thèse de l'auteur. L'ouverture de débat n'est pas permise ici. On n'ouvre pas le débat. Généralement, les candidats, je ne sais pas pourquoi, ils sont si passionnés par l'ouverture de débat. Y a-t-il pas ouverture? Il n'y a pas ouverture de débat. La philosophie elle-même est débat. On n'a pas encore d'une autre ouverture de débat pour venir nous embrouiller. On n'en a plus besoin. Les débats qui sont là, nous n'avons pas encore épuisé. Donc, laissez
ouverture de débat. Nous vous faisons cadeau. Laissez. Il n'y a pas ouverture de débat à la fin de la conclusion du commentaire de texte. Si le temps nous permet, nous allons revenir encore sur la pratique, c'est-à-dire un exercice que j'ai déjà balancé de manière, en fait en filigrane, de manière un peu squelettique, hein, passez-moi l'expression, l'introduction, mais nous allons revenir sur l'étude ordonnée et l'intérêt philosophique, les grands traits, pour vous permettre justement de vous exercer et vous préparer donc à l'examen 2020. Nous espérons que la victoire est là. Je vous remercie.